Il y a un paradoxe étrange dans l'épuisement contemporain. Ce qui te tue, ce n'est pas ce qui s'effondre, c'est ce qui continue. Un zombie, dans l'imaginaire collectif, c'est un mort qui marche. Dans la réalité de nos vies, c'est quelqu'un qui tient la baraque, qui répond présent, qui remplit des rôles, qui honore ses engagements. De l'extérieur, tout fonctionne. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est tari. Rien n'est cassé, rien n'est en crise, tout produit encore des résultats, mais au prix d'une énergie folle. Et c'est là que commence quelque chose de très précis, quelque chose que les neurosciences ont nommé, quelque chose que ton corps connaît déjà, mais que ton mental refuse encore de voir. En 1988, deux chercheurs, Peter Sterling et Joseph Heyer, ont introduit un concept qui allait transformer notre compréhension du stress, l'allostasie. Avant eux, on parlait d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'idée que ton organisme cherche à revenir à un point d'équilibre stable. Mais Sterling et Heyer ont montré que ce modèle ne suffit pas, parce que dans la vie réelle, ton organisme ne revient pas toujours à l'équilibre. Il s'adapte en permanence. C'est l'allostasie, la stabilité par le changement. Ton corps mobilise des ressources, cortisol, adrénaline, glucose, neurotransmetteurs, pour que tu puisses continuer à fonctionner dans un environnement qui te demande plus que ce pourquoi tu es calibré. Et ça marche, mais seulement pendant un temps. Quand cette adaptation devient chronique, quand ce qui devait être temporaire s'installe durablement, quelque chose bascule. Bruce McEwen, neurobiologiste, a nommé ce basculement la charge allostasique. C'est le coût cumulé de l'adaptation permanente, le prix que ton organisme paie pour tenir jour après jour dans un système qui ne te régénère plus. Les marqueurs sont mesurables. Cortisol élevé en permanence, inflammation chronique, sommeil fragmenté, système immunitaire affaibli, tension artérielle qui ne redescend jamais vraiment. Ton corps continue à fonctionner, mais il ne revient plus jamais à l'équilibre. Tu ne t'effondres pas, tu t'érodes. Et cette érosion est particulièrement perverse parce qu'elle est invisible. Elle ne ressemble pas à un burn-out spectaculaire, elle ressemble à une fatigue que tu vas expliquer trop vite, à une perte de joie que tu normalises, à une vitalité que tu sacrifies en appelant ça maturité, responsabilité, stabilité. Mais ton corps, lui, sait. Il te le dit par des troubles répétés, par des maladies qui tombent au mauvais moment, par une irritabilité que tu ne reconnais pas, par des compensations, alcool, écran, sucre qui reviennent en boucle. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux. En économie, il existe un autre concept qu'on appelle les entreprises zombies. Ce sont des entreprises qui survivent mais qui ne créent plus de valeur nouvelle. Elles tiennent parce qu'elles sont soutenues artificiellement par des taux d'intérêt bas, par des subventions, par l'inertie du système qui préfère les maintenir plutôt que de les laisser disparaître. Comme tu le vois, elles fonctionnent, elles emploient des gens, elles ont des résultats, mais elles bloquent la circulation, elles empêchent la régénération, elles congestionnent tout le reste. Et beaucoup de vies ressemblent aujourd'hui à ça. Ce travail qui paie les factures, qui te donne un statut, qui structure tes semaines, mais qui ne te met plus en mouvement. Tu continues parce que partir serait compliqué, risqué, parce que tu as des responsabilités, parce que ce serait irresponsable. Mais chaque lundi matin te coûte de plus en plus cher. C'est aussi cette relation où tu continues à partager un quotidien, à planifier des vacances, à faire semblant que tout va bien. Il n'y a pas de conflit ouvert, pas de violence, mais une absence de circulation. Vous êtes deux personnes qui cohabitent, mais qui ne se touchent plus vraiment, qui ne se voient plus vraiment. C'est aussi ce rôle social que tu occupes dans ta famille, dans ton cercle d'amis, dans ton entreprise, parce qu'on attend ça de toi. Tu es le responsable, le fiable, celui sur qui on peut compter, et tu tiens ce rôle. Tu le tiens même très bien, mais ton corps sait que ce n'est plus habité. Carrière zombie, relation zombie, identité zombie. Rien de dramatique, rien de très toxique, mais simplement quelque chose qui se vide progressivement. Où en sommes-nous? Depuis le 25 décembre, tu as traversé la porte 1.
et tu as accepté de ne plus être vu, de cesser d'exister dans le regard des autres pour un temps. À la porte 2, les anciens repères ont cessé de fonctionner. Tu es entré dans l'informe, dans cette désorientation nécessaire. À la porte 3, tu as appris à contenir, à tenir à distance ce qui était trop lourd pour accompagner la traversée sans la mettre en danger. Et maintenant, l'heure 4, quelque chose de plus radical arrive. C'est l'heure du constat aride. Ce n'est pas « je ne sais plus qui je suis », c'est « je vois clairement ce qui ne vit plus en moi ». Et c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Parce que tant que tu ne savais pas, tu pouvais encore espérer que ça revienne. Mais une fois que tu vois vraiment que l'eau, la sève ne circule plus, tu ne peux plus mentir. Dans le livre des portes, la 4e heure de la nuit est décrite avec une précision chirurgicale. Ré, le soleil, traverse une région désertique de la droite. Le vocabulaire du texte est répétitif, obsédant. Il insiste sur 3 éléments, encore et encore. La sécheresse. Cette région est décrite comme un pays aride, stérile, vidé de circulation. Dans la cosmologie égyptienne, l'eau, c'est ce qui relie, c'est ce qui fait circuler. Ici, tout est à sec. Deuxième chose, les êtres sont conscients, mais bloqués. Ils ne sont pas punis, pas détruits, ils sont là, mais assis, agenouillés, immobiles. Ils reconnaisseraient, mais ils sont conscients de ce qui se passe et ils ne peuvent ni suivre ni agir. Troisième élément, Ré traverse sans intervenir. Et c'est peut-être ça qui est le plus déroutant. Il ne convainc pas, il ne libère pas, il ne transforme pas encore. Il passe. Il est dit qu'il éclaire momentanément cette région, mais sans y installer la vie, sans y faire revenir l'eau. L'heure 4 n'est pas l'heure de la réparation, elle est l'heure du constat radical. Voici ce qui tient encore, voici ce qui n'est plus vivant, voici ce qu'il coûte, plus qu'il me nourrit. Notre époque adore parler de résilience. Elle valorise la capacité à tenir, persévérer, à ne pas abandonner. Et il y a certainement quelque chose de ce registre là-dedans. Mais elle a tendance à confondre 2 choses. Elle confond persévérance et acharnement, fidélité et maintien artificiel, force et incapacité à lâcher. Elle parle beaucoup, voire trop, de résilience, mais elle parle très peu, voire jamais, du prix à payer pour continuer à irriguer ce qui est déjà à sec. Parce que reconnaître l'aridité oblige à quelque chose de très difficile. Cesser de confondre fonctionnement et vitalité. Ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est vivant. Ce n'est pas parce que ça tient que c'est juste. Ce n'est pas parce que ça produit encore des résultats que ça nourrit. Et accepter de voir ça sans immédiatement chercher à tout réparer, c'est presque insoutenable aujourd'hui. La question de l'heure 4, ce n'est donc pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», mais bien plus « qu'est-ce que je continue à arroser dans ma vie alors que l'eau n'y descend plus ?» Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un rôle, une identité. Qu'est-ce que tu maintiens par habitude, par loyauté, par peur du vide, alors que ton corps te crie que ça ne circule plus? L'heure 4 ne te demande pas de décider. Elle ne te demande pas aussi d'agir. Elle ne demande pas de tout quitter. Elle te demande simplement de constater. Ne plus mentir sur ce qui est déjà mort intérieurement. Parce que tant que tu continues à arroser le désert, tu appelles ça tenir, mais ton corps, lui, appelle ça survivre. Et survivre longtemps dans un monde à sec, ce n'est pas de la force, c'est de la zombification.